Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck, c'est une émission un peu spéciale que vous nous proposez aujourd'hui, puisque vous êtes en direct depuis le Mucem à Marseille, une émission en public. Bonjour Franck. Et oui, bonjour Carole, bonjour à tous. Bienvenue à Marseille sous un soleil radieux. Bienvenue au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Ce Mucem ouvert depuis 4 ans déjà. J'étais là à l'inauguration. J'ai pas l'impression qu'il y a 4 ans, mais c'est ainsi. Nous sommes au pied du Fort Saint-Jean. J'ai juste face à moi la bonne mère qui est là et qui veille, que j'ai en pleine ligne de mire. C'est tout à fait magnifique. Ce Mucem à l'architecture hyper épurée. Imaginez un grand pavé tout simple, gainé d'une résille de béton qui d'ici donne à la mer si bleue, si scintillante, un aspect cloisonné, un aspect craquelé comme certaines majoliques anciennes. Le public est venu, vous allez l'entendre, le public marseillais qui est venu au Mucem, qui nous propose en ce printemps 2017 une exposition dont l'audace fait parler d'elle et de lui. Vie d'ordures, vie V-I-E-S, je vous rassure, c'est sous-titré de l'économie des déchets. Ben oui, après tout, pourquoi pas. Pour commencer cette émission, je vais vous emmener assez loin de tout cela, de ces questions de déchets, quoique ce que je vous propose, c'est d'évoquer l'attentat ici à Marseille en 1934 contre le roi Alexandre de Yougoslavie. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Bonjour Jean-François Chounier, vous êtes le président du Mucem, c'est vous qui nous recevez dans cette belle architecture, dans cet espace magnifique qui ouvre de nouvelles perspectives à Marseille. Le Mucem a été créé à l'occasion de ce grand événement, Marseille, capitale européenne de la culture, mais depuis c'est devenu, on peut dire, un des pôles culturels de tout le sud de la France. On s'en flatte si vous le disiez, c'est certainement que c'est vrai. Effectivement, le Mucem a ouvert le 7 juin 2013, donc on va bientôt fêter notre 4e anniversaire, notre 5e première année, je dirais plutôt, dans un environnement qui, je crois, a fait l'unanimité à la fois des visiteurs de la ville et également des habitants, puisque l'année dernière, nous avons accueilli pas loin d'1,5 million. 1,5 million de visiteurs, oui, c'est considérable. Ce qui en fait le musée hors Paris, bien sûr, mais on ne peut pas rivaliser avec la capitale. L'architecte, c'est Ricciotti, on en a beaucoup parlé de cette architecture du Mucem au moment de l'inauguration, mais vous pouvez nous en dire peut-être un mot. C'est une architecture qui est à la fois discrète et étonnante, c'est-à-dire que ce n'est pas un mausolée ou une grande tour, c'est quelque chose qui s'inscrit parfaitement, je pense, dans le paysage portuaire de Marseille et qui en même temps a cette grande originalité que vous évoquiez d'une résille, certains diront une évocation d'un moucharabier du Maghreb, certains diront tout simplement une dentelle, enfin on peut trouver différentes expressions, qui est en béton, puisque ça c'est une des caractéristiques du Mucem, et qui se relie, je pense, parce que c'est notre avis, totalement harmonieusement avec l'environnement du Fort Saint-Jean. Alors le site où nous sommes s'appelle le J4, j'imagine que ça a un rapport avec la Joliette et les anciens numéros de quai, non ? Oui, c'était le port de la Joliette, donc qui est le port de Marseille. Le grand port colonial de Marseille. Au 19e siècle, oui, donc à partir du moment où se crée en face de nous la digue du Large, on crée un port artificiel en quelque sorte. Donc J comme Joliette, 4 parce qu'il y avait un J0, un J1 qui existe d'ailleurs encore, un J2, un J3 et un J4 qui a été lui pas mal remanié parce qu'il a été notamment bombardé en 1944 d'une manière assez importante. N'oublions pas que les grandes compagnies, les messageries maritimes, les chargeurs réunis, toutes ces grandes compagnies qui desservaient l'ensemble, on va dire tout le sud et tout l'est du globe, partaient d'ici, de Marseille. On disait qu'il y avait un bateau qui entrait ou qui sortait du port de Marseille toutes les 2 minutes. Incroyable. Donc ça fait rêver. Oui, c'était vraiment des mouvements de population considérables au moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, mais même après la guerre d'ailleurs. Après, oui. Jusqu'au moment où l'avion a pris le relais, en fait. Et aussi où le port de commerce, le port de Marseille, d'ailleurs dans les années 70, crée, c'est d'ailleurs tant mieux parce que ça lui a permis de la survie, le port de Fos qui a récupéré une partie importante du trafic marchandises. Alors depuis ce site installé érigé, devrais-je dire, sur l'ancien môle portuaire de la Joliette, une passerelle permet d'atteindre le Fort Saint-Jean, entièrement réhabilité, qui est un très bel endroit.
Tout ça fait un ensemble, en fait. Ça fait partie du MUSEM ? Oui, nous gérons le Fort Saint-Jean, qui est donc un monument historique, qui a été ouvert également, on le sait pas forcément, parce qu'on a l'impression qu'il a toujours été là. Il a en fait toujours été là, en tout cas dans sa forme actuelle depuis la fin du XVIIe siècle. Mais il n'a été ouvert de manière régulière au public, réhabilité également qu'en juin 2013. Donc ça a été finalement aussi une reconquête pour les habitants de Marseille d'un fort qui historiquement est un fort militaire et qui n'avait pas vocation nécessairement à devenir un monument visitable. Les collections permanentes sont très riches et l'exposition permanente offre un aperçu sur l'ensemble des civilisations de la Méditerranée à différentes époques, sous différents points de vue, avec une importance considérable réservée à l'art contemporain, il faut le dire. Et puis, il y a ces espaces réservés aux expositions temporaires. Et pour tout vous dire, lorsqu'on m'a dit il y a quelques semaines que Europe 1 était en partenariat avec le MUSEM pour une exposition consacrée aux ordures, un énorme point d'interrogation s'est emparé de mon esprit. Mais vous allez apporter la réponse à cette interrogation. Enfin, c'est une exposition qui a pour but de parler, au-delà des ordures, des déchets, et d'en parler... De ce que nous sécrétons, en fait, de ce que la société fournit. Et ce que nous recyclons, parce qu'un des points importants de l'exposition, c'est d'examiner, principalement autour du bassin méditerranéen, la manière qui n'est pas seulement une manière industrielle, mais également une manière humaine, parfois extrêmement modeste, de recyclage. Il y a eu de nombreux terrains d'enquête, parce que nos expositions sont des expositions qui procèdent souvent d'enquêtes préalables, notamment dans les différents pays du bassin méditerranéen, en Tunisie, en Égypte, en Albanie, enfin à Marseille bien sûr également, bien sûr, oui. différents points d'enquête qui permettent de visualiser, je pense, d'une manière attrayante, ce qui peut paraître effectivement un sujet rébarbatif. Inattendu, mais qui mérite d'être creusé. Quand on voit l'expo, on s'intéresse davantage aux déchets qu'on ne le faisait avant, ne serait-ce qu'à cause de cette énorme île artificielle qui est en Méditerranée est l'île des plastiques et qui est notamment localisée sur le sud de la Méditerranée, qui est un problème qui dépasse évidemment le seul cadre français pour être un véritable problème international. Et après tout, est-ce que ça n'est pas l'une des vocations d'un grand centre, d'un grand lieu culturel, que de nous amener à porter sur notre quotidien un regard différent, tout simplement. C'est pour ça qu'on se part parfois du titre un peu ésotérique de musée de société. Ça veut tout simplement dire ça. Ça veut dire qu'on est un musée qui traite des différents aspects et pas seulement sous l'angle artistique. Vous avez une autre expo en préparation. J'ai vu déjà les affiches. Là, ça va être sur les aventuriers des mers. Aventuriers des mers, là, c'est une exposition plus historique. C'est une exposition qui consiste à retracer, finalement on connaît bien en France les découvertes, les fameuses découvertes qui sont essentiellement espagnoles et portugaises, mais ce qui nous a intéressé c'est l'avant, c'est-à-dire la période 7e, 17e siècle, c'est-à-dire notamment la période dans laquelle les navigations arabes sont extrêmement dominantes et d'ailleurs apprennent en réalité aux Portugais et aux Espagnols, et ensuite aux Français et aux Britanniques à naviguer au long cours. Et la Méditerranée a été un berceau, une fois de plus, de cet apprentissage. Alors, pour commencer cette émission marseillaise, nous allons remonter nettement moins loin en arrière, 8 décennies seulement, qui vont nous permettre de revivre un des drames de Marseille, l'assassinat en 1934 donc du roi de Yougoslavie. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et on vous retrouve Franck Ferrand tout de suite en direct de Marseille depuis le MUSEM. Et oui, en cette année 1934, les relations entre la France et la Yougoslavie sont au beau fixe. Pour le très actif ministre des Affaires étrangères, je dis très actif, hyper actif en dépit de ses 72 ans, il s'appelle Louis Barthou. Cette proximité de la France avec la jeune puissance balkanique fait partie des priorités parce qu'il faut se remettre dans le contexte. Vous imaginez, 1934, l'Italie fasciste, depuis peu l'Allemagne nazie, tout ça fait peser sur l'Europe centrale et sur nos démocraties une véritable menace. En juin, le ministre a rendu visite au roi de Yougoslavie, le très francophile Alexandre Ier, dont l'engagement aux côtés des alliés, des combattants de la triple entente, France, Grande-Bretagne, Russie, pendant la Première Guerre mondiale, est resté fameux. On peut dire que cette rencontre entre Barthou et Alexandre se passe bien, et dans la foulée, Barthou invite donc le roi à se rendre en France quelques mois plus tard. Et dès lors, les deux chancelleries vont travailler, bien entendu, elles se mettent d'accord. Le programme de la visite officielle
officielle est arrêtée, Alexandre Ier va venir en France pour 5 jours. Sa porte d'entrée en France, ce sera tout naturellement Marseille, puisqu'il arrive par bateau. Il y arrivera le 9 octobre et très vite il se rendra en région parisienne pour la suite des réjouissances. Bien sûr, Barthou doit aller à Marseille pour accueillir le souverain yougoslave sur le sol français. Hélas, la veille du départ, Monsieur Barthou fait savoir qu'il est vraiment trop fatigué, il n'est pas en forme, il est exténué et il a bien l'intention de laisser son camarade du gouvernement, le ministre de la Marine, François Pietri, se rendre seul à Marseille. Vous imaginez? Alors là, moi j'imagine très bien. Affolement général dans les chancelleries, les diplomates du Quai d'Orsay sont scandalisés, vous vous rendez compte, le ministre doit venir, c'est très important. Bref, Barthou serre les dents, prend sur lui, puisqu'il faut qu'il aille à Marseille, eh bien, il ira. Vous voyez à quoi, entre parenthèses, tient le destin d'un homme, car il va mourir au cours de cette visite. Le 8 octobre, à 20h, les deux ministres, donc Pietri et Barthou, sont dans le train spécial à destination de Marseille. Ils sont très bien entourés. Vous avez là toutes sortes d'officiers d'état-major, de diplomates, etc. La nuit se passe bien. Le lendemain matin, on arrive donc à la gare Saint-Charles. Marseille est tout à son excitation d'accueillir le roi de Yougoslavie. On peut dire que l'animation est grande dans les rues de Marseille. Barthou et là, il a l'air en pleine forme, comme si cette nuit à bord l'avait reposé. Il a toujours son célèbre lorgnon, sa barbe blanche, il affiche une mine réjouie. Et Pietri se souviendra, je le cite, Barthou, très remis de sa fatigue de la veille, enjoué et dispo à son habitude, échange quelques plaisanteries avec les journalistes, s'enquiert de l'horaire adopté et des mesures prises. Enfin, dans l'après-midi, on voit arriver le navire, le contre-torpilleur Dubrovnik qui transporte Alexandre Ier et se présente à proximité du port. Alors là, évidemment, les clochers de Marseille se donnent à toute volée, Notre-Dame de la Garde notamment. Toute la délégation française, Barthou en tête, se tient prête. Il est 16h environ quand le souverain pose le pied sur le quai des Belges. Alors là, il y a tous les badauds qui sont là, qui ont répondu présent pour voir le roi. On peut les imaginer sur la pointe des pieds en train d'essayer de voir. On joue des coudes, bien entendu. Alexandre Ier est très grand, ça aide. Il a fière allure. C'est Philippe Masson qui précise, grand, mince, conservant à 46 ans une silhouette étonnamment jeune. Alexandre Ier est en uniforme d'amiral, la poitrine barrée du grand cordon de la Légion d'honneur. C'est avec une réelle émotion qu'il serre les mains de Louis Barthou, déclarant « Comme je suis heureux de revoir la France ». Il faut noter que la reine de Yougoslavie, Marie, n'est pas avec son époux. Elle a préféré ne pas prendre le bateau, elle s'est dispensée de la traversée maritime et rejoindra directement le roi à Paris pour la suite de la visite officielle. Donc pour l'instant, Alexandre et les deux ministres français fendent la foule pour rejoindre les véhicules qui les attendent. Au départ, ils devaient monter tous les trois dans une même voiture découverte, seulement Barthou va suggérer à Pietri de se joindre au chef de la diplomatie yougoslave, ce qui est plus courtois, et donc eux vont monter dans une deuxième voiture. Le ministre de la Marine est d'accord, il trouve ça plus convenable. Bref, ce sont donc deux voitures officielles qui partent. Tout le monde s'installe, bien sûr, le convoi démarre. La seule véritable halte qui a été prévue, c'est le monument aux morts de l'armée d'Orient sur la Corniche. Toujours ce souhait d'Alexandre Ier de rendre hommage aux combattants de la Grande Guerre. On peut y voir une façon concrète de signifier que l'amitié franco-yougoslave s'est forgée dans la douleur et dans le sang. Après tout, est-ce que la Yougoslavie ne doit pas son existence même à la Grande Guerre ? Les Marseillais saluent le souverain à son passage, ils lancent des hurrahs. Difficile d'imaginer dans cette ambiance simple et accueillante que la tragédie est imminente. De la série Marseille, composée par Alexandre Desplat sur Europe 1. Franck Ferrand évoque cet après-midi l'assassinat du roi de Yougoslavie. Au cœur de l'histoire, vous le savez, c'est votre émission. Vous pouvez donc réagir sur les réseaux sociaux et poser toutes vos questions à Franck Ferrand et ses invités sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou bien sur Twitter avec le hashtag ACDH. On retrouve Franck Ferrand en direct de Marseille et en public dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. On vous retrouve Franck, vous êtes toujours en direct de Marseille et en public. Et oui, vous allez l'entendre, le public marseillais qui est venu cet après-midi au Mucem. Sous un soleil de plomb, avec juste derrière moi un aperçu magnifique sur la mer Méditerranée, sur les quais de Marseille, c'est tout simplement magnifique. Je crois que vous aviez une petite question à me poser, Carole. Mais si vous ne la posez pas, je peux répondre moi tout seul. Alors oui, j'ai effectivement une question, oui, Franck, voilà. autant pour moi. Alors Franck, vous nous emmenez aujourd'hui à Marseille en octobre 1934. La ville reçoit le roi de Yougoslavie, Alexandre Ier, en visite officielle en France. Tout semble bien commencer. La ville démontre une nouvelle fois son sens de l'accueil. Pourtant, tout ne va pas se passer comme prévu. Alors avant de connaître la suite des événements, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la Yougoslavie, le pays d'Alexandre Ier? Je vois bien votre impatience à poser cette question sur la Yougoslavie. Vous savez que c'est un pays tout neuf à l'époque. Il a été constitué dans le cadre de la fin de la Première Guerre mondiale. Un pays, disons-le, assez artificiel. C'est une mosaïque qui n'a jamais vraiment pris la Yougoslavie. Il y avait dans ce pays des Serbes, des Croates, des Slovènes, des Albanais, des Hongrois. Toutes ces populations avec des cultures et surtout des religions différentes, des orthodoxes, quelques catholiques, des musulmans bien sûr, tout ça créant des tensions, des aspirations permanentes à une indépendance que seul beaucoup plus tard et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le maréchal Tito arrivera à faire taire, et seulement pour un temps bien entendu, et encore avec la chape de plomb du bloc de l'Est qui aidait derrière. La Yougoslavie regroupe des territoires sur lesquels d'autres pays ont des vues, et évidemment on est en plein fascisme. L'Italie voudrait bien grignoter déjà la Dalmatie. Le défi pour Alexandre Ier est très grand. Il sait qu'il est en danger, qu'on a constamment des menaces qui pèsent sur lui. Et c'est dans ce contexte qu'il se dit que se rapprocher de la France serait une bonne chose. Et la visite à Marseille, de son point de vue, elle s'inscrit dans cette perspective-là. Alors pour l'instant, tout se passe bien. Alexandre Ier et Barthou, dans la voiture découverte en avant du convoi, font des signes en direction de la foule, dont la joie bon enfant semble un petit peu dépasser les hommes chargés de la sécurité, comme ça a souvent lieu. Il est 4h15, 16h15 à peu près à ce moment-là. La voiture s'engage doucement sur la plus célèbre avenue de Marseille, sur la Canebière. Elle avance vers la place de la Bourse, et c'est à ce moment-là que, sans crier gare, un homme brun qui jusque-là attendait près d'un kiosque, bondit littéralement au beau milieu de la chaussée. En quelques secondes, il dépasse le cordon formé par la foule, il s'approche du véhicule royal. Il y a du bruit, certains vont l'entendre crier « Vive le roi !» Personne n'a vraiment le temps de réagir. On se demande ce qu'il fait là, pour tout vous dire. On pense que c'est peut-être un badaud un peu plus exalté que les autres et qui a voulu s'approcher d'Alexandre Ier. En vérité, ce n'est pas ça du tout. L'homme saute sur le marchepied de la voiture, il sort son Mauser et il tire quasiment à bout portant sur Alexandre Ier. Un des cavaliers chargés de la protection du roi, qui a été complètement pris de vitesse, sans doute un petit peu trop avancé par rapport au véhicule, se retourne et avec son sabre, il va frapper violemment le terroriste. Je cite Philippe Masson. La tête ensanglantée, il finit par lâcher prise, tombe sur la chaussée. Il a encore le réflexe de tirer sur les membres du service d'ordre qui se précipitent. Un agent de police est mortellement atteint. Une femme tuée nette. Des spectateurs sont blessés. C'est alors un déchaînement. Transpercé de balles, roué de coups, piétiné par des spectateurs en furie, le corps couvert de sang, méconnaissable et disloqué, le meurtrier est traîné dans un poste de police, mais ce n'est déjà plus qu'un cadavre. Tout cela prend un certain temps à raconter, mais dites-vous que ça s'est passé en quelques secondes, dans une confusion terrible. Bien sûr que le véhicule royal redémarre tout de suite, il se fait un chemin au milieu de la foule. On a ces images. Dites-vous que cet attentat contre le roi Alexandre en 1934 est le premier attentat qui ait été filmé tellement longtemps, presque 30 ans avant celui qui coûtera la vie au président des États-Unis, Kennedy, bien entendu. Bref, la voiture se ferait un chemin vers la préfecture. Il paraît assez clair qu'Alexandre Ier est mortellement blessé et ceux qui ont pu s'approcher de lui après les coups de feu ont vu qu'il avait les yeux fixes, comme écarquillés et déjà tournés vers la mort. Et Barthou, me direz-vous. Bien, lui est descendu du véhicule avant qu'il ne reparte. Il a été touché au bras, le ministre français des Affaires étrangères. Il perd beaucoup de sang et certains l'entendent exprimer son inquiétude pour le roi. Et puis après, il dit, mais mon portefeuille, mon lorgnon, où est mon lorgnon? Grande affaire.
Selon certains, il décide de se rendre par ses propres moyens vers l'hôtel de ville. En fait, il a sans doute été pris en charge par un autre véhicule. Tout ça est difficile à dire. De toute façon, il est sans doute trop tard. Seulement quelques heures après l'attentat, les corps sans vie d'Alexandre Ier et de Louis Barthou seront allongés l'un à côté de l'autre à la préfecture des Bouches-du-Rhône. La blessure de Barthou était bien plus grave qu'on avait pu l'imaginer. La nouvelle de cet attentat fait immédiatement le tour de l'Europe et le tour du monde, ai-je besoin de vous le dire. Ça a été un choc terrible, et d'autant plus qu'on verra bientôt aux actualités cinématographiques les images de cette catastrophe. C'est à Pietri, le ministre de la Marine, vous savez, le ministre survivant. C'est lui qui, malgré son émotion, va devoir gérer à peu près la situation sur place. Il se rend auprès des blessés. Dans la nuit, il accueille la reine Marie de Yougoslavie, qui arrive dans un train spécial affrété depuis Paris. Il n'était pas prévu, bien sûr, qu'elle vienne à Marseille. Il se souviendra d'ailleurs, Pietri, dans ses intéressants mémoires, il dira, je le cite, « La dignité de cette femme pâle et défaite, mais raidie dans son chagrin, et qui étouffait ses larmes pour se montrer à la hauteur du devoir historique qui s'imposait à elle, comme reine veuve et comme reine mère, est une des images les plus poignantes que j'ai conservées de cette nuit sinistre. » Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck, vous évoquez cet après-midi l'assassinat du roi de Yougoslavie en 1934 à Marseille. Et oui, le roi Alexandre Ier est mort, le ministre français Louis Barthou aussi, vous imaginez, et puis au total on compte une dizaine de morts. Ça fait un bruit considérable dans le monde entier cette affaire. C'est la première fois qu'un chef d'État en visite officielle est tué sur le sol français. C'est une première bien sinistre, et évidemment c'est un petit peu la crédibilité du pays sur la scène internationale qui est en cause. Vous imaginez la colère du président du Conseil à Paris, l'effarement général, et très vite arrive le temps des polémiques. Les sujets d'interrogation ne manquent pas. Au mépris de toutes les règles admises, raconte Philippe Masson, on a utilisé une voiture découverte pourvue d'un marchepied. L'escorte latérale était confiée à 2 cavaliers. Vous imaginez comme c'est pratique des cavaliers pour protéger une voiture qui avance au pas. Quant au service d'ordre, le long des trottoirs, il était, nous dit-il, réduit à sa plus simple expression. Les menaces qui planaient contre le roi de Yougoslavie n'ont sans doute pas été suffisamment prises en considération, et certains, évidemment, n'ont pas manqué à l'époque de s'interroger sur la facilité qu'avait pu rencontrer l'assassin lorsqu'il a eu à franchir une frontière la frontière française. Tout ça, il est entré, si je puis dire, comme dans du beurre. Le ministre Pietri aura quand même, il faut le noter, une vision différente des choses. Il était peu raisonnable de s'en prendre à notre sûreté générale, écrira-t-il, d'une prétendue incurie de ses services, lesquels n'auraient su ni surveiller les frontières, ni protéger la personne du roi. L'enquête devait établir que, sous réserve de quelques erreurs pardonnables, rien de sérieux ne pouvait être reproché à la police française. Il n'empêche, comme toujours en pareil cas, il va y avoir des têtes qui tombent dans l'administration, plusieurs personnes vont perdre leur poste, dans la police aussi, et même le ministre de l'Intérieur, Albert Sarraut, est contraint à la démission. En parallèle, l'enquête avance avec pour point de départ, évidemment, l'assassin lui-même. Il a été complètement écharpé par la foule, vous l'avez vu, mais on a son corps, on dispose de ses effets personnels. Il avait sur lui des papiers, bien entendu. On ne tarde pas à réaliser que les papiers en question sont ont été établis sous une fausse identité. En fait, l'assassin s'appelle Vlada Georgiev. C'est un citoyen yougoslave entré sur le territoire français par la frontière franco-suisse une dizaine de jours plus tôt, et il est très lié, et voilà le mot qu'il va falloir retenir, si je puis dire, de cette affaire, il est très lié à une organisation hyper active qui s'appelle les Oustachis. Philippe Masson précise, tous les Oustachis, ce qui veut dire insurgés, portent tatoué sur le corps l'insigne célèbre, un crâne entre 2 tibias et la devise « La liberté ou la mort ». Tous ont prêté le serment suivant, je cite, « Je jure devant Dieu et sur ce que j'ai de plus cher que je combattrai chez les Oustachis pour la création de la Croatie libre et indépendante, que j'obéirai à tous les ordres et que je conserverai fidèlement les secrets qui me seront confiés. Avec l'aide de Dieu, je le jure. » Ce sont des gens résolus jusqu'au bout, les Oustachis.
le fil de l'enquête ne tarde pas à être déroulé. C'est assez simple, somme toute. On va bientôt appréhender 2 complices. Quand je dis bientôt, c'est 48 heures après l'attentat. Et puis un autre, un petit peu plus tard. Les enquêteurs découvrent de cette manière qu'en cas d'échec à Marseille, il avait été prévu par les conjurés d'autres attentats. C'est-à-dire que si Alexandre n'était pas mort à Marseille, il serait mort à Paris, très probablement. En tout cas, tout était prêt pour l'assassiner tout au long de sa visite. Le procès des complices de l'attentat aura lieu en 1936 et il aboutira à leur condamnation à 20 ans de travaux forcés. Alors, il semble que les causes de l'attentat de la Canebière soient à rechercher, évidemment, en Yougoslavie dans un premier temps, et notamment chez les Croates, et chez les Croates indépendantistes, membres de cette organisation extrêmement activiste. Bon, ça, évidemment, c'est une évidence, si je puis dire. Mais on est aussi en droit de se demander s'il n'y aurait pas, derrière les Oustachis, d'autres organisateurs. Il est vrai que la mort d'Alexandre Ier et de Louis Barthou arrange quand même un certain nombre de puissances, au premier rang desquelles l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie. Et dès lors, il est très tentant de mettre en avant les liens qui existent, et ça c'est incontestable, entre ces 2 puissances, et notamment entre les services spéciaux italiens et les fameux Oustachis. Par exemple, l'Italie est une terre d'accueil pour un certain nombre d'activistes de l'organisation croate. On sait aussi qu'une agence de propagande des Oustachis se trouve hébergée en Allemagne, tout à fait protégée par Hitler. Bref, tout ça laisse entendre que, d'un point de vue plus général et diplomatique, certaines puissances étrangères avaient tout intérêt à mettre un terme à l'alliance qui était en train de se renforcer entre la France et la Yougoslavie, et peut-être, pourquoi pas, mettre un terme à la vie de Louis Barthou, qui était un véritable danger pour les puissances fascistes. C'est Jacques Dupuy qui observe, je le cite, que Berlin est trempé ou non dans cette conspiration, le résultat est le même. L'adversaire le plus déterminé de l'Allemagne hitlérienne et de ses entreprises sur la scène internationale est supprimé, ainsi du reste que son allié le plus fidèle. C'est ce qui s'appelle faire d'une pierre 2 coups, d'une certaine manière. On est, et il faut bien en être conscient, on est dans ce domaine qu'en présence d'hypothèses. Personne n'a jamais pu démontrer ce que je suis en train de vous dire. Simplement, les choses ont l'air quand même assez claires. Non seulement Louis Barthou a perdu la vie, mais la stratégie, la diplomatie pour laquelle il avait tant œuvré sont clairement remises en cause par cet attentat. Quant à Alexandre Ier, il laisse un fils mineur, le roi Pierre II, qui est âgé de 11 ans seulement. La Yougoslavie bientôt va tomber entre les mains, entre les griffes, devrais-je dire, d'un régent qui, lui, va regarder beaucoup moins vers Paris que vers Berlin. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Franck, vous êtes toujours en direct de Marseille au Mucem en public et vous évoquez... En public, écoutez les Marseillais, ils sont là, nombreux. Et vous évoquez l'assassinat du roi de Yougoslavie cet après-midi en compagnie de l'historien Pierre Échinard, de l'attaché de conservation au musée d'histoire de Marseille Anne Blanchet et du président du Mucem Jean-François Chounier. Oui, est-ce qu'on peut dire, Jean-François Chounier, que cet attentat de 1934 est encore dans la mémoire des Marseillais aujourd'hui, 83 ans plus tard? Dans la mémoire, je ne sais pas. Dans la pierre, c'est-à-dire qu'il y a il y a un très beau monument qui commémore cette aventure à côté de la préfecture, d'ailleurs assez étrange, enfin un monument qui a été fait par l'architecte Castel, qui a d'ailleurs beaucoup construit à Marseille, monument d'art décoratif. Je me suis toujours interrogé pourquoi d'ailleurs, Monsieur Échinard le sait peut-être, il y a 4 figures qui sont la justice, le droit, la liberté et le travail, ce qui paraît peu logique par rapport à cet événement qui est plutôt un événement géopolitique. Est-ce que ce serait une évocation de la carrière peut-être de Louis Barthou? J'ai pas l'explication. En tout cas, c'est un très beau monument avec une statuaire art décoratif de l'entre-deux-guerres qui est splendide. Pierre Échinard. Ça avait été conçu par Gaston Castel
Et Castel était celui qui avait fait le monument aux morts de l'armée d'Orient que voulait visiter justement Alexandre Ier. Donc il y a un lien même par la suite des événements. On a dit tout à l'heure en présentant cette émission que Marseille était une véritable porte d'entrée en France à l'époque. Ça l'est toujours, mais c'était particulièrement vrai avec l'activité intense de ce grand port de voyageurs. Évidemment, pour l'image de Marseille au milieu des années 30, ça a été terrible cette histoire d'assassinat du roi de Yougoslavie. Mais oui, ça a d'abord été terrible pour les Marseillais eux-mêmes qui s'attendaient à faire une fête populaire. Bien sûr, le cas, ils s'attendaient à s'amuser au moins. Voilà. Et donc, évidemment, ça a été d'autant plus grave pour la ville que tout de suite, on a accusé le manque de savoir-faire de la police et que finalement, à ce moment-là, la police parisienne qui était venue prendre en main la sécurité de l'opération s'est défaussée sur la police marseillaise en disant qu'en fait, c'était la police marseillaise qui ne savait pas faire son travail. Ce sont les lampistes qui d'une certaine façon, ont trinqué Anne Blanchet. On a tout mis sur le dos des Marseillais. Ils ont l'habitude, vous me direz. Oui. Alors en effet, c'est vrai que dès le jour de l'attentat, des accusations sont portées contre le gouvernement français, qui est soupçonné de ne pas avoir pris les mesures de protection, de sécurité nécessaires, mais aussi en effet, comme vous le dites très justement, sur les autorités locales, sur la municipalité. Et plusieurs personnes développent cette lecture, notamment Philippe Henriot, qui est alors député de la Gironde, qui sera connu un peu plus tard pour être le fameux propagandiste du régime de Vichy, et donc qui développe aussi ce discours. Et c'est Simon Sabiani, qui est le premier adjoint alors au maire de Marseille, qui va essayer de défendre la ville. Il va tenir une conférence en novembre 1934 à Paris. Alors, il s'agit là d'un avocat un peu douteux quand on connaît son parcours. C'est en effet un ancien combattant de la Grande Guerre. Il y a perdu un œil. Il est passé du communisme à l'extrême droite, puisqu'il va adhérer en 1936 au PPF de Jacques Doriot. Il s'adjoint les services de deux gangsters assez connus que sont Carbone et Spirito. Il va procéder une politique clientéliste au sein de la ville de Marseille. Et c'est vrai que ça participe, cet attentat, à cette représentation d'une ville qui est réputée comme en effet criminogène, vue comme une sorte de Chicago français. Avec cette idée-là qui est à nouveau développée d'une police incompétente, d'élus locaux compromis. D'autres événements vont contribuer à ternir cette image de la ville de Marseille. On peut citer le grand incendie qui a lieu à l'immeuble des Nouvelles Galeries quelques années après, en octobre 1938. Cet immeuble des Nouvelles Galeries qui est situé sur la Canebière. Que s'était-il passé là en 2 mots ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un départ d'incendie en début d'après-midi, alors même qu'on est situé juste en face du Grand Hôtel et de l'Hôtel Noailles, où sont logés les membres du Parti radical français, notamment quelqu'un comme Daladier. Et les pouvoirs publics se montrent tout à fait incapables d'éteindre cet incendie. Ils mettent beaucoup de temps à réagir, les pompes à eau ne fonctionnent pas. Il va falloir faire appel à des pompiers venus de Toulon qui vont réussir à fin d'après-midi à mettre un terme à cet incendie. Ça fera plus de 70 morts. Et ça va avoir des conséquences très précises pour la ville de Marseille, puisque c'est la création tout de suite après 2 bataillons des marins-de-pompiers de Marseille. Et en mars 1939, la ville de Marseille va être mise sous tutelle de l'État. C'est quand même incroyable. Jusqu'à la libération. Il y en a un qui s'est beaucoup opposé à tout ça, c'était Fabiani, qui était membre du conseil. Fabiani, voilà, dont je viens vous parler, qui était le premier adjoint au maire premier adjoint au maire de Marseille, conseiller général, député, qui va finir durant la guerre collaborationniste. Oui, aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez, vous, au musée d'histoire de Marseille, comme souvenir de cet événement, de cet assassinat de 1934 ? Alors, c'est vrai qu'on présente au musée d'histoire de Marseille, qui est situé à peu près 1 kilomètre d'ici, à l'est, les masques mortuaires d'Alexandre de Yougoslavie et de Louis Berthoud. Ces masques donc sont présentés au sein des collections permanentes du musée d'histoire, dans la partie qui est consacrée à la première moitié du XXe siècle. Ils sont exposés depuis donc la réouverture du musée en septembre 2013. Alors ces masques, ils ont été réalisés par François Carly,
François Carly est un sculpteur marseillais qui avait un atelier du côté du quartier Noailles à Marseille, hérité de son père, lui-même mouleur et sculpteur. Il était lui-même professeur de moulage à l'école des Beaux-Arts de Marseille, et de la ville donc va bien sûr faire appel à lui pour prendre l'empreinte en plâtre des deux hommes d'État. Il va prendre cette empreinte le lendemain de l'attentat, le 10 octobre, alors même que les deux corps, comme vous l'avez dit tout à l'heure, étaient dans une chapelle ardente à la préfecture. Côte à côte. Exactement. Et ces masques mortuaires vont être dans un premier temps exposés au sein d'un cénotaphe absolument monumental sur la place de la Bourse, donc sur les lieux mêmes de l'attentat, au mois de novembre 1934. Et pendant une journée, les Marseillais vont défiler devant ce grand monument commémoratif, vont déposer des gerbes de fleurs. Les autorités municipales donnent le chiffre d'environ 200 000 personnes qui auraient défilé devant ce monument. Ça semble peut-être un chiffre un petit peu exagéré à l'époque. Dans les années 30, la ville de Marseille, il y a à peu près environ 650 000 habitants. Et ensuite, donc, ces masques sont inscrits au sein d'une vitrine que le musée du Vieux-Marseille va récupérer en 1935 et exposer lors d'une cérémonie solennelle en 1935. C'est un musée d'histoire locale qui est situé alors au parc Chanot. Puis, il va être mis à l'abri durant l'épisode de la Seconde Guerre mondiale, mis dans des réserves. Et nous avons donc sorti cet objet des réserves pour la réouverture en 2013. Alors, c'était une quasiment interrogation. Pour le 80e anniversaire, en fait. Oui, ça a été une vraie interrogation en équipe. Faut-il l'exposer ou non ? C'est un objet qui peut sembler un peu étrange, voire macabre, un peu inquiétant. C'est vrai, à une époque comme la nôtre où la mort est mise à distance. Mais on a considéré que c'était un objet qui nous permettait à la fois de parler de cet événement historique, de resituer le Marseille des années 30, et puis aussi de parler de l'histoire de cette mémoire, puisque c'est en effet intéressant, c'est une question que vous posez. Qu'est-ce qu'on a gardé de la mémoire de cet événement à Marseille ? Donc, Monsieur Chounier parlait du monument commémoratif à la paix, qui est à l'angle de la rue de Rome et de la préfecture. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez des événements commémoratifs, notamment en 2014, pour les 80 ans de l'assassinat. Une délégation française et une délégation serbe sont venues jusqu'à Marseille déposer une gerbe au monument aux morts des armées d'Orient, qui en effet était l'un des lieux commémoratifs du parcours que devait emprunter C'était même le roi. Le seul endroit où le roi devait s'arrêter, normalement. Déposer une gerbe. Et ils sont aussi venus au musée se recueillir en présence notamment du petit-fils d'Alexandre Ier, Alexandre II de Yougoslavie, et son épouse. Merci beaucoup Anne Blanchet. Alors la grande question qui se pose, c'est celle de l'implication de l'Italie et de l'Allemagne dans cette affaire. Nous allons nous la poser, cette question, dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire de l'assassinat du roi de Yougoslavie à Marseille. Et justement, pour en parler, Franck, vous êtes en direct à Marseille et en public, aux côtés du directeur du MUCEM, Jean-François Chounier, de l'attaché de conservation au musée d'histoire de Marseille, Anne Blanchet, et de Pierre Échinard, co-auteur de Marseille pour les nuls chez First Edition. Eh oui, Pierre Échinard, co-auteur avec Edmond Échinard, son fils, et Médéric Gasquet-Cyrus de ce Marseille pour les nuls. Et à la page 119, je vois tout un encadré consacré à cet événement, cet assassinat du roi Alexandre Ier et du ministre des Affaires étrangères Louis Barthou, donc en 1934, ici à Marseille. Je le dis pour ceux qui nous rejoindraient en route. Quelle a été la conclusion finale de ceux qui ont enquêté sur cette affaire, Pierre Échinard ? Est-ce que oui ou non, l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie avaient intrigué dans cette affaire et étaient pour quelque chose à cet assassinat ? Alors qu'ils aient été pour quelque chose, en particulier l'Italie, c'est pratiquement certain, bien qu'on n'en ait pas de preuves matérielles absolues. Mais il faut savoir quand même qu'il y avait parmi les gens à qui l'attentat a été attribué, ou du moins la responsabilité de l'attentat a été attribuée, il y avait Ante Pavlevich, qui était croate, qui était le chef des Oustachis, et qui à cette époque-là était en exil en Italie.
ce qui facilitait encore plus les rapports, en quelque sorte, entre les Croates et les Italiens. D'autre part, il y avait cet imbroglio des Balkans, où tous les pays, où tous les petits pays environnants étaient impliqués, et donc il y avait une Macédoine. Bien sûr. Dire, un mélange très complexe de démêler, bien sûr. Oui, et donc, ce qui fait que lorsque la police s'est intéressée à la chose au point de vue criminel, eh bien, on a eu du mal à définir quelle était l'identité des différents participants, à la fois des hauts responsables, mais aussi de ceux qui avaient mis la main à l'attentat. Et tout à l'heure, vous parliez du principal qui était Vlada Georgiev, mais on l'appelait aussi Tchernozemski, on l'appelait aussi Kelemen, on l'appelait... Oui, il avait toutes sortes d'identités. Il faisait partie d'une internationale. Hyper activiste, ces gens, quand même. Absolument, et qu'on retrouve dans différentes affaires. Certains ont émis l'hypothèse selon laquelle la véritable cible de l'assassin n'était pas le roi de Yougoslavie, mais le ministre lui-même. C'est Bartu. Oui, parce que Bartu était, lui aussi, vous parlez d'activiste, c'était un activiste de la politique étrangère de la France. Il voulait absolument rétablir un barrage au maximum contre les entreprises italiennes et surtout allemandes, puisque l'Allemagne commence à être entre les mains d'Hitler en 1933. Là, on est en 1934. Oui. Donc, il a eu une politique très active de relancer la petite entente. Et à travers cette petite entente, donc, en particulier, la Yougoslavie qui en faisait partie. Vous, Pierre Échinard, qui êtes historien de Marseille et directeur de la revue Marseille, que conseilleriez-vous à nos auditeurs, à ceux qui viendraient dans la ville? Où faut-il aller pour trouver l'histoire de Marseille, pour la toucher du doigt? Pour la toucher du doigt, vous savez, il y a de nombreux organismes culturels et historiques marseillais. Il y a des archives municipales, la bibliothèque. Enfin, ça c'est déjà pour les spécialistes, quand même. Voilà. Oui. Non, mais la bibliothèque, par exemple, la grande bibliothèque de l'Alcazar est une bibliothèque qui reçoit tout le monde. Depuis les petits élèves qui viennent finir leurs devoirs, en quelque sorte, et sont mieux à la bibliothèque que peut-être mal chez eux, jusqu'aux chercheurs patentés qui essayent de relancer l'histoire. Et ce musée d'histoire de Marseille est passionnant, bien sûr. Et le musée d'histoire aussi, bien entendu. Et puis il y a toutes les fouilles de l'antique cité phocéenne. Voilà, c'est ça dont on fête cette année les 50 ans. C'est un site qui est absolument extraordinaire, puisqu'on peut y trouver parmi les monuments les plus anciens à voir sur le territoire national, notamment un monument à triglyphes qui date du IVe siècle avant Jésus-Christ, une terrasse funéraire. Vous avez un site archéologique qui est assez complexe, qui a différentes fonctions. Vous me disiez avant l'émission qu'on célèbre en ce moment le 50e anniversaire de cette querelle qui, en 1967, avait affronté le ministre d'État chargé des Affaires culturelles, André Malraux, et le maire de Marseille, le célèbre Gaston Defferre, à propos du sort à réserver aux antiquités découvertes dans le cœur même de la ville. C'est une longue histoire, puisque ces terrains dits de derrière la bourse ont été détruits durant la période de la Première Guerre mondiale, pour aller très vite, et sont restés très longtemps, terrain vague, parking, ont accueilli des cirques, etc. Et puis, à un moment donné, Gaston Defferre souhaite créer ici, sur ce lieu, un véritable centre directionnel qui accueillerait des sièges d'entreprise, qui accueillerait un centre commercial, des logements. Et donc, les premiers travaux commencent. Et quand on commence à creuser pour faire le parking, on tombe sur les vestiges à la fois du port antique de Marseille, de la corne du port, avec des quais d'époque romaine, et puis aussi de la porte d'entrée de la ville, avec ses murailles en grand appareil d'époque hellénistique. Plus la voie d'allée romaine et différents vestiges d'entrepôts, de terrasses funéraires. Et donc, il y a un véritable bras de fer, en effet, qui va être entamé entre Gaston Defferre, qui souhaite soit recouvrir les vestiges, soit les déplacer. Qu'on passe à autre chose. Et éventuellement, on a retrouvé des archives, les mettre sur des toits. Et puis, André Malraux, ministre de la Culture, qui lui va vouloir imposer le maintien des vestiges in situ et des grandes fouilles urbaines. On peut dire que 50 ans après, c'est quand même Malraux qui
globalement, a eu raison dans cette affaire. C'est ça, exactement. C'est un site absolument majeur à Marseille. Alors, nous allons justement nous promener dans Marseille dans un instant en compagnie de François Hervé. Et puis, vous restez là, bien sûr, et vous nous donnerez vos trucs, vos impressions. Vous allez nous faire partager l'amour que vous vouez à cette grande cité. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Après avoir évoqué l'assassinat du roi de Yougoslavie en 1934 à Marseille, c'est tout naturellement que nous nous baladons cet après-midi dans la cité phocéenne. Nous restons donc à Marseille avec vous, Franck, et avec le public venu assister à l'émission. Avec les Marseillais au qui sont là, qui vont se faire bien entendre, sûr. vous allez les entendre. Mais aussi avec le guide conférencier des monuments nationaux, François Hervé. Oui, bonjour François Hervé. Bonjour. Pour tout dire à nos auditeurs, ça fait un petit moment que vous êtes là, que vous trépigniez, vous auriez bien aimé intervenir dans le débat précédent, mais c'était pas votre partie, c'est après 15 heures. Alors, vous allez nous montrer votre Marseille, bien entendu. J'aimerais en profiter pour demander à Jean-François Chounier, au président du MUSEM, si Marseille, grâce au MUSEM, grâce aux événements de 2013, etc., est redevenue la capitale de la Méditerranée. Vous savez que selon les ouvrages d'histoire qu'on lit, certains disent c'est Naples et d'autres disent c'est Marseille. Quelle est la capitale de la Méditerranée? C'est Marseille, je ne peux pas dire autrement. Ça serait... Non, je pense que plus sérieusement, je pense qu'effectivement, il y a eu un jalon franchi à cause notamment de l'achèvement aussi de ce qu'on appelle l'opération Euro-Méditerranée, voilà, qui a transformé la ville, puisqu'il y a de nouveaux bâtiments, le MUSEM bien sûr, mais beaucoup d'autres passionnants. On peut dire que Marseille a fait peau neuve. Hein. C'est un nouveau visage que présente oui, la je ville. pense qu'on peut dire que Marseille a fait peau neuve. Bon, il reste beaucoup à faire. Marseille est une ville très grande, très étendue, avec des inégalités suivant les quartiers qui sont plus que connus. Donc je n'y reviens pas. Donc on peut pas de dresser de la cité une image 100% idyllique, mais globalement, elle ne mérite pas ce qu'on dit parfois un peu trop. Oui, l'image un peu à l'emporte-pièce qu'on a tendance à se faire. Avec cette absurde distinction historique, quartier nord, quartier sud, dont on nous rebat les oreilles en permanence. Donc Marseille a effectivement beaucoup changé. C'est une ville qui est accueillante, qui est cosmopolite, qui est moderne, qui a, je crois, des atouts. Alors, j'aime beaucoup Naples, mais c'est quand même mieux ici. Ah, mais n'est-ce pas, incontestablement. Alors, plutôt que de la Joliette et de ses quais, c'est du Vieux-Port que je vous propose de partir, François Hervé. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait prévu. Hein. Le Vieux-Port, c'est évidemment ce que le monde entier connaît le mieux de Marseille, hein, bien sûr. C'est qu'on appelle à tort souvent une calanque, d'ailleurs, parce que ce n'est pas une. C'est un golfe extrêmement marécageux. Et l'implantation des Grecs était parfaite au niveau du site géographique, un lieu protégé des vagues, protégé des vents par les îles et par le golfe de la... Les vestiges des plus anciennes fondations grecques sont là, d'ailleurs, à 2 pas du Vieux-Port. Au musée d'histoire. Il y a un mur qu'on connaît depuis très longtemps, qui était déclaré monument historique en 1914. Ça a d'ailleurs beaucoup aidé Malraux pour sauvegarder le site. Bien sûr, oui. Qui était oui, parce que c'était spectaculaire, on pouvait s'appuyer dessus sans mauvais jeu de mots en fait. Hein. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il faut savoir que Malraux va déclarer la notion de fouille préventive grâce à ce jardin des vestiges. Et ce mur était connu, on le pensait romain, maintenant les fouilles ont prouvé qu'il était grec en fait, et monumental, et du 2e siècle avant, peut-être au 3e siècle avant même pour certaines parties. C'est formidable. Alors, dans le prolongement de ce mur, de ce jardin des vestiges, on prend la Grand Rue. On prend la Grand Rue. Un quartier déjà qui est une partie brisée par les travaux haussmanniens très caractéristiques de cette période de Napoléon III. Vous avez vécu à Marseille à peu près ce qu'on a vécu nous à Paris sous le même règne. En fait, exactement. D'ailleurs, la rue était trop parisienne pour les Marseillais. Cette grande rue, entre parenthèses, on dit que c'est la plus vieille rue de France. Grand dans le sens vieux, comme grand-père. Oui, effectivement, c'est la plus vieille de France. Elle va régir la ville pendant très longtemps, puisque à l'époque médiévale, elle va séparer les quartiers ecclésiastiques du quartier laïque. Ce quartier laïque, il va être entièrement détruit à la dynamite aussi, malheureusement, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Eh oui. Et donc, il ne nous en reste rien, si ce n'est quelques petits palais, justement, qui sont sauvegardés par une association marseillaise. Un totalement isolé au milieu des immeubles, qui est l'hôtel de Cabre.
où on voit apparaître d'ailleurs les premiers éléments de la Renaissance italienne, qui sont ces chérubins qui apparaissent au haut de la façade. Formidable. Qui sont passionnants à voir par rapport à la structure de la maison, qui est très médiévale. Et une maison très spécifique des grands négociants du XVIe, c'est-à-dire les maisons diamantées. Ah oui. Avec ces façades en pointe de diamant. Tout à fait. On en a un peu partout en Méditerranée, beaucoup en Italie évidemment. Et celle de Marseille est très caractéristique de cet état de mode qu'il y avait sur l'architecture à l'époque où on voulait signifier sa richesse par rapport à la façade que l'on a. On n'est pas loin de la mairie, là, en fait. Une mairie qui n'est pas un de ces grands hôtels de ville qu'on a dans presque toutes les villes de France. Vous avez un véritable hôtel particulier du XVIIIe siècle. Avec une entrée très spécifique, d'ailleurs. Puisque ceux qui pénètrent au rez-de-chaussée ne peuvent pas monter au premier étage du bâtiment qui est en façade, sachant que derrière, il y a un escalier réalisé par la famille Puget, Pierre, ou bien sûr, on ne sait pas trop. La famille de l'immense sculpteur. Qui est né, d'ailleurs, pas très loin d'ici. Mais oui. Et qui permettait d'accéder au premier. D'ailleurs, on a souvent pensé c'était la confrontation du pouvoir central versaillais qui s'opposait au pouvoir marseillais des échevins. Et un peu plus loin, il faut savoir que lorsque Pouillon va reconstruire le quartier, il va faire quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire sauvegarder un site archéologique qui est le musée des docks romains aujourd'hui, et qui est un site préservé par l'architecture, ce qui fera école par la suite, mais qui était à l'époque assez innovant. Alors si on poursuit notre petite promenade, on va se retrouver dans le quartier du Mistral, dans le quartier du Panier, voulais-je dire. Nous y venons, si vous le voulez bien, dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Il fait le fier, faccio de con, mais il peut cher un pastisson. Et qu'il aille au vieux port faire ses estrambors, peut même s'y néguer l'étranger. Franck, vous nous proposez une balade du côté de Marseille cet après-midi. Marseille où vous vous trouvez en direct et en public au MUSEM en compagnie de l'archéologue et historien François Hervé. Eh oui, François Hervé. Alors, on entend Renaud, qui, si je ne m'abuse, est plutôt du Nord, rendre hommage à Marseille. Mais vous, François Hervé, vous êtes né à Cherbourg, si je ne m'abuse, non ? À Cherbourg. Et vous avez bien l'accent d'ici, quand même, un peu ? Je suis arrivé, j'avais un an, oui, effectivement. Ah oui, voilà, donc ça aide, évidemment. Donc, nous en étions restés au quartier du Panier. Les Accoules aussi, juste un peu plus bas. Les Accoules, dont nous avons dit une description assez intéressante de Madame de Sévigné, qui paraît... Alors, c'est très caractéristique à Marseille, des bâtiments très austères de l'extérieur et flamboyants à l'intérieur. Malheureusement, c'était un lieu de réunion des révolutionnaires fédérés. Et lorsque Robespierre prendra le pouvoir, il la détruira sous l'égide de Barras. Et effectivement, Robespierre voulait combler avec le remblai des églises le vieux port pour arrêter le pouvoir des négociants, quoi, qui suivait les Girondins. Marseille a souffert, comme toutes les grandes cités girondines d'esprit, a souffert de la terreur, bien sûr, beaucoup même. Vous avez, on pourrait peut-être parler d'ailleurs des anciennes abbayes marseillaises, et notamment de l'abbaye de Saint-Victor, qui est là juste à portée de main. C'est plus qu'une abbaye, puisqu'à l'origine, il faut savoir que c'est une des rares catacombes découvertes en France. Oui. C'est-à-dire qu'on avait les nécropoles grecques, romaines, et finalement une carrière de pierre où vont s'implanter les premiers chrétiens, selon l'égide d'un droit romain. Et il va y avoir un véritable culte des martyrs qui nous est parvenu, un martyrium, comme nous en avons très peu en Gaule, finalement, sur lesquels, effectivement, quelques siècles après, Cassien va fonder l'abbaye de Saint-Victor, qui est une abbaye, une des plus anciennes. Qui a laissé de très beaux restes, monumentaux. C'est les restes que l'on voit, c'est la période un peu trouble du XIVe, XVe siècle, où tout se fortifie dans la région. Parce qu'il y a les routiers, ces hordes de pillards délaissés par la guerre de Cent Ans qui généralement les abbayes sont très prisées par les richesses qu'elles proposent. D'une façon générale, les amoureux des forteresses sont servis ici, parce que vous avez tous les types de forts possibles et imaginables, de plusieurs époques différentes d'ailleurs, en grande partie de l'époque du Grand Siècle. Avec une particularité, c'est qu'ils ne seront attaqués que par des Marseillais, ou ils ne serviront de prison que pour les Marseillais. Eh oui. Donc c'est... Enfin, cela dit, il y avait quand même les galériens qui arrivaient ici. La fameuse chaîne, elle aboutissait bien ici à Marseille. La chaîne, c'est celle qui bloquait, comme tous les ports, avait une chaîne à l'entrée. Oui, non, je parle de la chaîne des bagnards, pardon, la chaîne des galériens. Elle arrivait bien ici. Les galériens, c'est un peu une punition de Louis XIV. C'est-à-dire faire de Marseille un port de guerre, ça n'a pas fonctionné longtemps. Mais effectivement, les négociants s'en plaindront beaucoup. Et d'ailleurs,
pas très longtemps après la peste, on détruira cet arsenal, quoi. Alors, à mesure que se développent les grandes routes maritimes, avec l'ouverture du canal de Suez, tout simplement, avec le développement des colonies françaises, Marseille va devenir ce très grand port dont nous parlions pour commencer l'émission. Ça, c'est ici, en fait, hein, c'est le quartier de la Joliette qui servait de quai. C'est le quartier de la Joliette et c'est à cette époque-là qu'on parle de Marseille, la cité phocéenne, justement, pour nous ramener au passé historique de la ville, où la ville se veut porte de l'Orient. Et on détruira d'ailleurs la cathédrale pour construire une cathédrale romano-byzantine pour montrer cet orientalisme. La Major, ce qu'on appelle la Major, elle est juste là derrière nous, on la voit, il suffit de se retourner un peu. Il faut dire que là nous sommes dans un endroit magnifique. Nous avons derrière nous cette extraordinaire vue sur la Joliette. En face, on m'en voudrait de ne pas en parler. Il y a évidemment Notre-Dame de la Garde, où nous avions fait d'ailleurs une émission il y a 4 ans. Au moment du grand événement Marseille, capitale de la culture, là nous avions fait l'émission dans la sacristie de Notre-Dame de la Garde. On en a un souvenir formidable. C'est un lieu emblématique pour les Marseillais. D'abord, effectivement, une chapelle destinée aux ex-voto marins. Au départ, oui. Englobée dans un fort sous François Ier qui se méfiait de cette ville, déjà où il fait construire le château d'If et le château de la Garde. Et puis redonné à l'église au 19e par un architecte qui avait un nom adéquat, puis s'appelait Monsieur Espérandieu, une religion un peu moins parce qu'il était protestant, et qui va construire effectivement une basilique très romano-byzantine dans le même style, pour ne pas aller de ce passé. Je ne pense pas qu'il soit possible d'avoir de plus belles et de plus directes vues sur la Bonne Mer que de là où nous sommes cet après-midi. Avouez que c'est quand même pas mal, là. Ouais. Sur la terrasse qui domine, qui somme le Mucem, on peut dire que la vue, et notamment il y a là une cafétéria, c'est bon à savoir pour les visiteurs. Oui. Quand on s'installe ici, on a une vue absolument magnifique sur ce monument emblématique. Et puis, alors, quand on parle de Marseille, pour les gens comme ça, les gens qui ne seraient pas marseillais, on pense à Notre-Dame de la Garde, et puis on pense au château d'If, dont nous n'avons rien dit encore. Le château d'If, qui à l'origine est quand même un château élaboré sous François Ier, pour arrêter, après le siège des Aragonais, on pensait qu'on pouvait arrêter les armées ennemies, mais qui va, dès 1583, servir de prison, et qui sera une prison jusqu'à ce que ça redevienne un lieu touristique. Mais une prison redoutable au XIXe siècle. Grâce à Alexandre Dumas en partie, quand même, disons-le, bien sûr. Edmond Dantès ayant été le pensionnaire le plus célèbre, même s'il est fictif. Il y en a un autre qui s'appelait Monsieur Mirabeau. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais oui. Qui était, lui, un véritable pensionnaire et qui, effectivement, vivait au premier étage. Donc, c'était un peu l'hôtel pour lui. Il faudrait bien sûr évoquer les îles du Frioul. Il faudrait parler des calanques sur toute cette côte, qui sont peut-être une des plus belles choses qu'on puisse voir dans tout le sud du pays. Mais vous avouerez que nous avons déjà fait un assez grand tour. Et je pense que Lorena Martin est là, en coulisses, qui trépigne littéralement de nous livrer les bonnes adresses qu'une longue fréquentation de cette ville de Marseille lui a permis au fil des années de recueillir. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Dernière partie de notre balade marseillaise en votre compagnie, Franck, en direct du Mucem à Marseille, et celle de Lorena Martin pour ses bons plans. Eh oui, alors il faut expliquer à nos auditeurs que le lundi matin, quand Lorena rentre de Marseille à Paris, elle arrive avec des paniers pleins d'aïoli, de bouillabaisse, de navettes, de toutes sortes de choses. Et là, vous imaginez pour elle la joie, elle va pouvoir nous en parler dans le cadre de ses bons plans. Bonjour Lorena. Bonjour Franck. Je suis ravi d'être chez vous aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on mange de bon à Marseille ? Alors, vous l'avez dit, il y a cet aïoli qui est cette sorte de mayonnaise préparée avec de l'ail et l'huile d'olive, parfois avec du jaune d'œuf. Et cette sauce accompagne des légumes cuits à la vapeur, chou-fleur, carottes, haricots verts, pommes de terre selon les goûts, de la morue, quelques coquillages, souvent des bulots. Vous avez aussi les pieds paquets qui sont ces abats d'agneau farcis de petits salés, ail et persil dans un autre registre. Moi, je vous avoue que je n'aime pas ça du tout. Ah bon Non. Parce que vous savez pas les cuisiner. Ça doit être ça. Et aussi la bouillabaisse qui, à l'origine, donc il s'agissait d'un plat de pêcheurs. Ces derniers, en triant le poisson destiné à la vente, mettaient de côté certaines pièces qu'ils préparaient pour eux et leur famille. Et en fait, le nom de bouillabaisse vient du mode de
cuisson puisque c'est la manière dont elle est cuisinée. Et lorsque le bouillon bout, la recette veut que l'on abaisse le feu pour que quand ça bouille, abaisse. Exactement. Et ben voilà, ça vient de là tout simplement. Exactement. Alors les navettes, parlez-nous des délicieuses navettes. Mais oui, ça, mon gâteau, c'est votre, mes biscuits préférés. Ah oui. Donc c'est ces biscuits en forme de barque parfumés à la fleur d'oranger. Et traditionnellement, en fait, ils étaient préparés pour la Chandeleur. Et maintenant, on peut en acheter pratiquement toute l'année. Il y a 2 adresses qui sont très différentes, mais que j'aime tout autant. Vous avez le Four des Navettes, qui est la plus ancienne boulangerie de Marseille, rue Sainte, qui mène à l'abbaye Saint-Victor. Et elle appartient au maître artisan boulanger. Vous connaissez bien l'abbaye Saint-Victor. Je connais très bien. Jean-Claude Humbert et son fils Nicolas. Et donc, cette recette, en fait, est gardée secrète depuis plus de 200 ans. Et ils se la transmettent de génération en génération. Et elle est toujours cuite, en fait, dans le même four à voûte qui date du XVIIIe siècle. Et vous avez aussi les navettes des Accoules dans le panier. Ce sont les 2 adresses Mes 2 adresses préférées, on va dire. Il y en a d'autres, évidemment. Oui, il y en a bien d'autres à Marseille. Bon, on a fait le tour des spécialités. Vous auriez peut-être l'espérantine, qui est un nouveau chocolat en fait qui a été créé, enfin nouveau, qui date maintenant depuis quelques années en fait, depuis 1999, qui a été créé pour les 2600 ans de Marseille. C'est un chocolat à l'huile d'olive en forme de feuilles d'olivier. C'est du chocolat noir avec un cœur tendre et onctueux aux saveurs méditerranéennes, avec de l'orange, de l'amande confite et de l'huile d'olive. Mais vous nous avez jamais rapporté ça, d'espérantine? Je suis en train de noter pour lundi prochain. Pour la prochaine fois. Oui, voilà. Alors, quelques restaurants, Lorena. Oui, alors bien sûr, vous avez aussi les sardines. Il faut dire qu'on vient de déjeuner ici, c'est formidable. C'est fabuleux. Donc en fait, oui, et donc il faut saluer le chef Gérald Paseda qui dispose de 3 lieux à Marseille. Il y a bien sûr le Petit Nice, qui est son restaurant étoilé, qui est absolument sublime. Et si vous avez la chance d'avoir une table près des baies vitrées, la vue est complètement à couper le souffle. On peut y déguster des poissons, bien sûr la bouille abaisse, comme on a dit, les anémones en beignets légers et onctueux iodés. Vous avez bien sûr ici le Mall Paseda. Vous avez des formules buffet, restauration plus chic et un café, et également une école de cuisine. Et vous avez le dernier né qui s'appelle Albertine, en hommage à sa maman. Et il a imaginé un lieu qui évoque une bastide familiale de l'arrière-pays, et qui est au Dock Village. Ce que vous appelez le Mall Paseda, c'est le Mall Paseda en fait. Ah, mais comme on est à Marseille, mais non, comme on est à Marseille aujourd'hui, vous avez le droit de dire le Mall. C'est formidable. Alors, où est-ce qu'on peut résider lorsqu'on vient dans la région? Et ce ne sont pas les hôtels qui manquent, mais vous nous avez trouvé, vous, des adresses un peu particulières. Oui, alors tous les Marseillais connaissent la maison Empereur, qui est la plus ancienne quincaillerie de France, qui a été fondée en 1827. Et ils ont récemment ouvert une chambre d'hôte. C'est aujourd'hui, bien sûr, la 6e génération qui est à la tête de cette entreprise familiale. Et vous avez une chambre pour 2 personnes. Au rez-de-chaussée, vous avez la quincaillerie. Et à l'étage, la chambre d'hôte avec du mobilier d'époque, des objets anciens, du mobilier chiné. Tout est aménagé avec goût. Pour ceux qui préféreraient être dans le quartier le plus ancien de Marseille, donc au Panier, vous avez la maison Boa, qui se situe donc à 10 minutes du Vieux-Port. Les chambres occupent le premier et 2e étage d'une très belle bâtisse du XVIIIe siècle, très typique du Panier. Ça a été entièrement rénové par un cabinet d'architectes, donc c'est magnifique. Et tout a été fait avec des matériaux sains, bio, etc. Donc c'est une adresse assez incontournable maintenant. Et vous avez aussi, pour ceux qui aimeraient être dans les calanques, la petite calanque, qui est au pied de la calanque de Saména, à seulement 100 mètres de la mer. Et c'est une maison absolument magnifique, typique des Calanques, construite au début du siècle dernier. Et vous n'avez pas l'impression d'oublier quelque chose par hasard? À propos de Marseille. Marseille. Mais je suis sûr que pour nos auditeurs, quand on dit Marseille, on pense au savon de Marseille. Au savon, exactement. Enfin. Et enfin, un musée va ouvrir très prochainement. Ben voilà. Il devait ouvrir en avril et là, il est repoussé de quelques mois. Il ouvrira sans doute en juin. Et c'est le Musama, pour Musée du savon de Marseille. Et donc, il sera situé à quelques pas du Vieux-Port, en plein cœur de Marseille, dans un bâtiment haussmannien. Et donc, il y aura tout un itinéraire interactif pour qu'on comprenne la fabrication du savon, etc. Puisqu'il y a une recette à suivre. Paraît-il qu'il faudrait 14 jours pour fabriquer le savon. Un vrai bon savon. Un vrai bon savon. Ah oui, voilà. C'est comme tout, il faut du temps pour faire des bonnes choses. Merci beaucoup, Lorena Martin. Merci, Jean-François Chounier, de votre accueil ici au MUSEM. Rappelez-nous en 2 mots ce que vous nous réservez de beau. Donc, en ce moment, cette exposition... L'exposition Vie d'ordures. Je signale d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, une fête des plantes qui a lieu demain, samedi et dimanche, qui est donc cette année... sous le titre 1000 plantes, 0 déchet, puisqu'on l'a consacré à l'opération de recyclage qui est illustrée par Vie d'ordures. Et puis à partir de juin, l'exposition Aventuriers des mers. Merci beaucoup au MUSEM, donc ici à Marseille.